Aujourd'hui, c'est le manuscrit de Voynich, et vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose à dire finalement. Mais en première partie, je vais vous le présenter, ce manuscrit, je vais vous en parler, du moins tout ce qu'on m'a enseigné concernant ce manuscrit. Il y a moyen de trouver beaucoup d'autres choses, seulement, après le break, eh bien, vous viendrez ici devant, vous montrerez des diapositives, parce que c'est très détaillé, à vous de juger, à vous d'avoir une idée de ce que ça peut valoir, mais là c'est vraiment l'inconnu. L'œuvre dont nous allons parler aujourd'hui, c'est une œuvre de Roger Bacon, l'anglais, qui n'a rien à voir avec son successeur qui est ministre, qui est ministre de Jacques Ier. Qui est Roger Bacon? Eh bien, je vais vous en parler parce que le manuscrit que nous allons voir ensemble est un manuscrit qui a été attribué, mais plusieurs fois. On n'en sait pas plus, mais il se fait qu'il y en a au moins 3, parce que c'est un manuscrit qui a été analysé. Ce manuscrit a été attribué, c'était même un chinois, je crois, ou un japonais qui l'a attribué d'après ses recherches. Oui, ça va loin, là, c'est la symbolique. D'après ses recherches, il l'a attribué à Thomas Bacon, qui est né. Roger Bacon. C'est parti. Ouais. Écoute bien. Non, faut bien écouter. Hein. Qui est un personnage du XIIIe siècle. On l'appelait le docteur admirable. Vous savez, c'est bien. Hein. Il y avait, à l'époque de la Papesse Jeanne, il y avait Pierre l'admirable, donc à la fin du IXe siècle. Pierre l'admirable, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est d'ailleurs là, en principe, que la Papesse Jeanne a été initiée. Chez Pierre l'admirable. Ici, nous avons le docteur admirable qui a fait ses classes à l'université de Paris et qui, par la suite, eh bien, il est devenu moine franciscain. C'est d'ailleurs étonnant qu'un franciscain se soit intéressé à une œuvre pareille, à une œuvre colossale. C'est très curieux, mais ça peut arriver. Donc, Université de Paris, franciscain, et puis il va enseigner à Oxford. Il va retrouver... il va retourner dans sa patrie, il va enseigner, il enseigne, et ça c'est important, les langues mortes, c'est-à-dire les langues mortes, oui, grec, latin, mais également l'hébreu, l'arabe, ce qui est assez exceptionnel tout de même, et je crois que j'ai tout dit, hébreu, arabe, grec et latin, ce qui était pas mal. Donc il enseigne ça à Oxford, mais en plus de ça, et c'est ça qui peut nous mettre sous la voie, il va enseigner la chimie et la physique. Et là, ça nous approche un petit peu de ce moine anglais, c'est que dans ses chroniques, dans son livre, dans son manuscrit, qui n'est pas le seul, il y en a d'autres, mais les autres c'est beaucoup plus simple, je vous les citerai tout à l'heure, il est peut-être question de chimie et de physique. Ce manuscrit peut également nous interpeller du côté médical, et là je compte sur vous. On essaie d'analyser ça, parce que beaucoup l'ont analysé avec la médecine en tête. Bon, il n'était pas professeur de médecine, parce que je ne crois pas qu'il aurait enseigné à Oxford à cette époque-là, mais ça c'est un détail. Mais n'empêche, cet homme a de très grandes connaissances. Ce serait le premier qui aurait proposé au pape la réforme du calendrier julien. Le pape a refusé, bien sûr. À une certaine époque, il ne fallait pas, surtout pas parler de ça, parce qu'on était en contravention avec ce qu'on avait donné avant ça. Ce livre, c'est un mécanisme. Ça peut être le mécanisme de l'œil, c'est parce que je touche les branches un petit peu médicales. On sait que Bacon était alchimiste, on en est certain, puisqu'il a écrit un traité qui est très secret. Et il en parle très peu, mais n'empêche, on sait qu'il a employé le télescope et il a employé le microscope. On dit même qu'il l'aurait inventé, mais ce n'est pas prouvé. Donc on a quand même affaire à quelqu'un qui a une très grande carrure. On a dit qu'il a inventé la poudre à canon. J'en sais rien. On a toujours parlé que ça venait d'Asie. Je veux bien. Ah ben. Moi je suis dans des livres anciens, hein. Mes renseignements en ce qui concerne Bacon, je les prends à la fin du siècle dernier, généralement 1870, 1880, où on est souvent dans l'erreur, mais enfin là on trouve des choses qu'on ne trouve plus maintenant. Alors moi ça m'interpelle un petit peu. Bon, on l'a accusé de faire de la magie aussi, il aurait fait des crimes de sorcellerie, mais ça c'est quand on condamne les gens. Hein. Oui, nous sommes déjà dans une époque où on condamne avec la sorcellerie, c'était très facile. Pacte avec le démon, il a été accusé, il est passé devant
devant des tribunaux, où il a dû tout de même s'expliquer un petit peu. Sodomie semble pas, parce que ça c'était très facile au Moyen-Âge. La sodomie, on passait partout avec ça. Ça c'était la condamnation. Donc c'était très facile. Hein. Mais ici pas, donc on a sorcellerie, on a crime de pacte démoniaque. Et d'ailleurs, il a été soutenu par le pape Clément IV, dont il y a peu de choses à dire. Il a été soutenu par le pape Clément IV, seulement, c'est un peu comme Galilée, il arrive à un moment donné, bon, les papes ne sont pas éternels, heureusement d'ailleurs, enfin n'empêche, Clément IV est mort assez vite, mais il n'avait plus de protecteur à cette époque-là. Alors il a été, c'est à un moment donné où il y a 3 papes, 4, il y a Nicolas IV, Clément IV, il y en a encore un, mais je crois que c'est Urbain IV. Urbain IV, je crois qu'ils sont à la suite l'un de l'autre, c'est très amusant. Alors on aura Nicolas IV qui, lui, va condamner à vie Bacon à la prison. Mais, donc à vie, le pape dit même dans ce que j'ai pu lire, il dit qu'à sa mort, il sera libéré. C'est déjà pas mal, hein, c'est une sécurité, ça va se passer. Mais pour ça, il va passer les pieds devant. Pour terminer avec Thomas Bacon, il est mort à l'âge de 80 ans, ce qui est quelque chose de prodigieux à l'époque. Quand même, en 1294, et j'ai 3 livres que j'ai retenus dans une centaine peut-être de livres qui sont rapportés. Il y a Le Miroir de l'Alchimie, qui a été rédigé en 1581. Alors, très curieux, limiter les infirmités de la vieillesse. C'est drôle ça. Ce qui veut dire finalement qu'il pouvait toucher à la médecine. Ce qui n'est pas impossible. Quand je vous donne les dates de livres, c'est la parution des livres. Hein. Attention, cet homme est mort à la fin du XIIIe siècle. Hein. Seulement, lorsque l'imprimerie va naître, on va imprimer ses ouvrages. Donc 1581, 1590. Et le dernier, c'est Miroir des mathématiques, 1614. Voilà les 3 principaux. Je crois qu'il y en a beaucoup d'autres, hein, mais ce sont les 3 que je retiens parce que c'est ceux, je pense, d'après mes sources, ceux qui avaient le plus d'importance. Voilà un personnage dont on parle finalement très peu. Mais qui devait déjà son nom, le docteur admirable, je trouve ça extraordinaire. Donc là, il y a quelque chose à retrouver d'intéressant. Alors cet homme serait, je dis bien serait, l'auteur d'un manuscrit secret. Un manuscrit secret, oui, je voudrais faire une parenthèse, je vous disais tout à l'heure, quand vous avez un saint Laurent dans une église, ça ne veut pas dire automatiquement qu'il faut décrypter. Hein. Mais si vous avez un saint Laurent dans une église du Moyen-Âge, extérieur comme intérieur de l'église, vous pouvez être certain à 100 chances sur 100 qu'il y a ou qu'il y avait un texte à décrypter dans cette église. Que ce soit un texte écrit ou que ce soit un texte représenté, soit par des statues, il y a un message à capter. Mais un message à capter d'une façon très difficile. Et c'est la raison pour laquelle on a placé à ce Saint-Laurent cet instrument, qui est une manière de décrypter des messages. C'est très ancien, c'est aussi vieux que la citale, hein. Mais on ne le représentait pas dans l'Église. C'est entré en vigueur à l'époque de la Renaissance. Bon, parlons de ce manuscrit de Voynich. C'est là qu'il faut essayer d'y venir. Il est considéré, ce manuscrit est considéré comme le document le plus mystérieux du monde. Et là, la plupart des spécialistes, qui se sont probablement tous plantés, puisque nous n'avons pas de solution à l'heure actuelle. Enfin, il faut quand même donner son avis, essayer de voir celui qui est le plus près, parce qu'il y a eu des recherches. Ça, dans tous les sens, une liste de noms, tous les gens qu'on ne connaît pas, des savants, de temps en temps, il y en a qui ont cherché depuis bien longtemps, ils n'ont pas trouvé. Pourquoi ils n'ont pas trouvé? Eh bien, parce qu'il fallait d'abord se déplacer très loin, un endroit que j'ignore, parce qu'on ne le cite pas, pour aller compulser ce manuscrit. Parce que, je vais vous avouer une chose, c'est en 2005, il y a 4 ans, que pour la première fois, on publie ce manuscrit. Il y a 4 ans. C'est dire donc que ceux qui ont fait une analyse se sont basés soit sur des copies, soit sur l'original. Donc en 2005, on le publie, et ce sont des planches, vous verrez, qui sont représentées. Ces planches sont en couleur. Ces planches sont en couleur. Je ne vais pas dire que c'est de toute beauté, mais c'est surtout très intéressant. L'original existe à Yale, aux États-Unis. C'est là, dans la bibliothèque de l'université, que l'original est conservé, avec une permission tout à fait spéciale. Vous devez le pouvoir, en prouvant qui vous êtes, est-ce que vous faites, etc.
Et on signe un papier quand vous n'allez pas publier. Ça, c'est très important quand on va voir les archives, pas secrètes, mais enfin anciennes, que vous devez écrire que vous n'avez pas publié. Vous n'allez pas publier. C'est le problème. J'ai un jour eu le cas, je vous en parlerai dans quelques mois, où j'ai trouvé un manuscrit qui m'intéressait énormément. J'en ai fait toutes les recherches pour le trouver. Le Saint-Hilaire me dit, tu ne retournes pas avec ça, c'est ridicule. J'ai dit, mais non, c'est pas ridicule, c'est parce que lui s'y intéressait pas. Alors quand Paul ne s'intéressait pas à quelque chose, c'était ridicule. J'ai dit, mais non. N'empêche, il s'est basé sur certains documents que j'ai trouvés par le plus grand des hasards à l'évêché d'Amiens, qui concernaient Nostradamus. Ça, je pense, du coup, je ne perdais pas mon temps. Hein. Enfin, ça, c'est autre chose. Eh bien, il existe là, vous verrez, dans la prophétie de Joachim de Flore, il y a également un manuscrit. Mais ce manuscrit, j'en ai fait la recherche, j'ai travaillé 2 ans là-dessus. Je l'ai retrouvé, il a été vendu chez Drouot à Paris, et c'est un notaire véreux qui l'a acheté. Je dis véreux parce que c'est vrai. Et je lui ai téléphoné un beau jour, il s'est demandé comment j'avais eu ses coordonnées, parce qu'on ne peut pas donner les bénéficiaires d'une œuvre d'art qui a été vendue. En principe, c'est secret, ça ne se dit pas. Mais je suis tombé chez lui, il était d'ailleurs étonné et pas content. J'avais soudoyé des gens. Il faut. Comment vous saviez que j'ai posé ça? Je dis, mais oui, mais je le sais, mais j'ai besoin de votre aide parce que ça m'intéresse. Ah, moi je veux bien tout vous montrer, mais vous éditez un livre qui n'existe toujours pas, à vos frais, vous m'en donnez le bénéfice et vous pouvez. J'ai dit, mais ça va aller, oui, c'est pour ça qu'il existe un type véreux. C'est un notaire parisien. C'est pas pour ça que je voudrais le voir uniquement, prendre des notes éventuellement. Bon, je ne l'ai plus jamais contacté parce que j'ai trouvé une porte fermée. Peut-être qu'un jour j'irai, mais enfin, soit. Ça, c'est autre chose pour vous dire que ce n'est pas toujours simple. Alors, vous verrez des représentations des signes du zodiaque, des signes du zodiaque curieux, des représentations inconnues, parce que tout ce que l'on retrouve là, dans ce manuscrit, on ne l'a jamais vu ailleurs. C'est ça qui fait l'intérêt. Moi, j'en ai vu ça ailleurs. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Vous verrez tantôt les Gémeaux, par exemple, eh bien, ce sera un homme, une femme. Ça ne s'est jamais représenté. Ce couple de Gémeaux, qui doit être 2 garçons, 2 hommes, réplique de Castor et Pollux, par exemple, qui ont vécu à l'ère des Gémeaux, voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, nulle part ailleurs, on trouve ça. Et finalement, peu de personnes, c'est tout à fait récent, peu de personnes ont travaillé sur ce manuscrit. C'est vraiment bien dommage, parce qu'évidemment, quelqu'un l'étudie, on fait un rapport, mais celui qui va reprendre l'affaire, il va contrecarrer, ça peut encore la politique. Hein. On m'a dit que tous les prédécesseurs, en fait, c'est un fou, c'est pas comme ça qu'il faut chercher. Il y a un 3e encore, hein, et ça continue. On me dit qu'il y a énormément de versions. Les versions, j'en donne absolument aucune. C'est vous qui trouverez la version. C'est pas moi, je ne l'ai jamais fait. Mais il faut reconnaître. Il y a de la botanique aussi. Il y a de la botanique que l'on retrouve. Hein. Des botanistes se sont penchés, mais il n'y a absolument aucun résultat. Il y a des plantes qui se trouvent, des plantes tout à fait, qui ont été réalisées avec de la fantaisie complète qu'on ne connaît pas, ou qu'on pourrait connaître. Alors ça rime absolument pas avec le XIIIe siècle. Et là, je pense à une autre énigme, mais qui pourrait là s'expliquer. C'est la représentation de l'agneau mystique, où il y a là des arbres qui n'existent qu'en Amérique, et qu'on ne connaissait absolument pas chez nous au XVe siècle. Alors, on pourrait également, ça peut être plus mystérieux encore, parce qu'il y a des éléments qui n'étaient pas censés exister à l'époque du fameux franciscain, et la date où le manuscrit aurait été écrit. Il faut en parler également. Vous verrez des racines, par exemple, qui ressemblent à des corps de chiens, des animaux, des chats aussi, également. Tout ça, c'est très curieux. On a trouvé qu'il y avait un tournesol, vous le verrez, c'est un tournesol assez curieux, mais cette plante provient d'Amérique. Ça colle très mal avec l'origine du manuscrit, s'il a été rédigé par Roger Bacon. Je vous parle de l'agneau mystique parce qu'on est devant une inconnue, mais qui là pourrait s'expliquer. Enfin, c'est autre chose. Donc, on ne peut pas identifier ces plantes. Il y a des groupes d'étoiles, par exemple, mais qui ne correspondent absolument pas à des constellations. Est-ce que l'auteur a vu ces constellations d'une autre façon? Il a probablement crypté son livre, même dans le domaine-là. Des groupes d'étoiles qui ne correspondent qu'une constellation non plus, qui ont été placés un peu n'importe quand, n'importe comment surtout. Alors,
On a dit qu'il a inventé le télescope. Vous verrez dans des livres anciens, mais je crois que depuis lors, on a un peu rectifié le tout. Ce ne serait pas Bacon qui a inventé le télescope. Quoique, et ça ce sont les médecins qui parlent, c'est pas moi, il y a des représentations d'organes, par moment, qu'il était impossible, les détails, il était impossible de les réaliser sans télescope. Ce sont les médecins qui parlent. Alors c'est encore une inconnue. Donc le télescope existait. Le microscope. Le microscope. Oui, mais le télescope Oui, mais aussi. oui, mais moi j'ai mis le microscope et Non, puis non, il change. non, mais le télescope aussi, hein. Ah oui. La thèse du télescope a été abandonnée en 1930. J'ai retrouvé ça. 1930, on a dit c'est pas lui, c'est un autre. Bon. Il n'empêche, ça reste toujours curieux. Donc, vous verrez, il y a une connotation médicale dans ce document qui pourrait être uniquement d'ordre gynécologique. Il s'agirait d'un grimoire qui parle gynécologie. Et là, ça devient très intéressant. Je dis, il paraîtrait, mais c'est tout autre chose, on est tout à fait à côté de la question. Là, il y a quelque chose d'intéressant à retrouver, mais il faut toujours très prudent. Oui, on voit les organes de reproduction, c'est un médecin dit qu'on voit, les ovaires, trompe de Fallope, etc. On retrouve tout ça, on retrouverait tout ça dans ces dessins. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il n'était pas considéré comme médecin. Ça me frappe un peu, quoi qu'il n'aurait pas pu mettre... admettons qu'il n'ait pas mis sous sa carte de visite, c'est bien possible. Mais c'est quand même curieux de prétendre qu'il ait réalisé un tel manuscrit avec de tels détails, médicaux, et ne pas être médecin. Voilà ce que je vous livre. On a même, et ça c'est tout bon, en 1940-45, on a été jusqu'à décoder, et là vous m'en avez parlé, on a été jusqu'à décoder ce manuscrit avec les codes que les Japonais utilisaient durant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un Japonais qui a réalisé ça. Il n'a rien trouvé. Enfin, c'est le procédé qu'il employait. Il est resté légalement devant une inconnue, puis il a légué le travail à quelqu'un d'autre. Depuis l'origine, ce manuscrit a été cédé à des tas de chercheurs. Je possède la liste, je ne vais pas vous la citer, mais il y en a au moins certainement plus de 50. Certainement. Donc on peut refaire, j'en ai un ou deux, on peut refaire le chemin qu'a fait ce manuscrit. Et très facilement, finalement, puisqu'on a tous les noms. Mais peu ont donné un avis, jadis. Peu ont donné un avis. Ou bien c'est un avis bien tranché. Donc, les Japonais, même, ont mis leur nez là-dedans, mais ils n'ont absolument rien trouvé. Alors, on a dit que, et ça c'est plus méchant, qu'il s'agissait d'un canulaire grossier. Est-ce que vous croyez que quelqu'un va passer une partie de sa vie à réaliser un tel livre? Oui, si ça cache autre chose. Ou bien si ça a servi à autre chose. Un canulaire. Quelque chose de ridicule. Je pense au Saint-Suaire, qui est un canulaire mondial, du moins celui qu'on nous présente et qu'on nous impose. Je crois qu'il faut d'abord, bon, tout ce qui est scientifique, c'est très bien, mais je crois qu'il faut d'abord refaire le chemin historique du Saint-Suaire. Je crois que ça c'est plus intéressant d'abord. Mais vous pouvez difficilement émettre des conclusions. La seule qui peut jouer en ma faveur, c'est qu'il y avait 14 Saint-Suaires au Moyen-Âge. Est-ce que c'est vrai? Mais il y en avait 14, parce qu'il fallait qu'il y ait 14 Saint-Suaires. C'est obligatoire. Ça va être la symbolique de la Passion, qui est le chiffre 14, vous le savez. Il fallait que ça corresponde à 14. Et il y avait 14 Saint-Suaires. Il y en avait à Compiègne, mais il y en avait un peu partout. Il y en avait un petit peu partout. Donc là, il y a l'historique à refaire. Et historiquement parlant, il n'y en a qu'un seul qui pourrait être le Saint-Suaire. Du moins celui qui a été considéré comme étant le seul valable, et il existe toujours. Et les stations de la croix datent de tout à la fin du XIXe siècle. Mais jadis, je l'ai vu une seule fois dans une église romane. Il y avait tout au long, il y avait des petites pierres bleues au sol, avec chaque fois un chiffre romain. On faisait le tour de l'église, il y en avait 14. Donc il n'y avait pas de représentation, il y avait des chiffres. 2 fois 7. Ouais. Et 4 plus 1, 14, le chiffre de la souffrance, c'est le 5. Donc, à chaque fois que vous arrivez dans une église ancienne, vous êtes attiré par un chiffre 14, ça concerne la Passion. Il y a 14 marches qui menaient le Christ chez Pilate, par exemple. Pourquoi 14 signes de chaque côté de l'ordre. Un calvaire sera toujours séparé, le calvaire de la terre ferme, par 14 marches.
pas n'importe petit calvaire, des calvaires anciens, des calvaires qui ont une signification. Vous allez à Bruges, il y en a un, je crois qu'on l'a vu la fois dernière, ou bien je l'ai montré ailleurs. Dans l'église de Jérusalem. À J'ai vu Jérusalem, c'est ça, il y a 14 matchs qui mènent au calvaire. Donc le 14 est un chiffre de passion, de la passion. Le 13, c'est le Christ et les 12 apôtres. Le 12, ça c'est la toast royale. Hein. Le 12, ça c'est le tout, c'est l'initiation parfaite. Donc, lorsque vous avez ce manuscrit en main, je dis exactement ce qu'un savant dit, ce manuscrit devient diabolique en quelques minutes. C'est la vie d'un savant. Je ne crois pas qu'il a fait ses recherches, disons qu'il a fait l'ensemble des recherches, mais vous commencez à voir des choses. Ce qui veut dire que c'est un manuscrit, vous devez faire fonctionner votre imagination, avec une base, tout de même, ça peut même être une base médicale, hein, pourquoi pas. Il faut une base au départ, et puis vous devez vous imaginer des tas de choses, vous allez rencontrer des tas de choses. C'est ça l'intérêt de ce manuscrit. Il y a des pièges, et quand il y a un piège, on peut dire je ne sais pas ou je ne sais plus, hein, parce que dans le fond, on peut raconter un petit peu ce qu'on fait. Donc, faisons une description, résumons une description de ce manuscrit. Ce manuscrit a été écrit dans une langue totalement inconnue. Totalement inconnue, mais de plus un alphabet inconnu. Absolument, jamais rencontré nulle part. On a fait des suppositions, mais on ne l'a jamais rencontré nulle part. C'est l'unique manuscrit au monde qui est écrit sous cette forme. Il est accompagné donc de dessins mystérieux que l'on ne peut pas, que l'on n'arrive pas à comprendre, à décrire peut-être bien, mais qu'on n'arrive pas à comprendre. Tous ceux qui s'intéressent aux codes secrets se sont intéressés à ce livre. On n'en est jamais sorti. Et je vous assure, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a pas mal. Donc, il y a une lettre qui témoigne de cela. La première fois que le livre a été en possession le bénéficiaire qui a reçu ce manuscrit pour la première fois, c'est à la fin du XVIe siècle. Quelqu'un qui reçoit et qui va étudier. Il y a une lettre qui témoigne de cela. Donc on est en possession, l'université de Yale est en possession d'une lettre qui relate, pas l'accusé de réception, mais enfin, je ne sais plus qui s'en est, mais un cadeau en quelque sorte, on offre ce. Ça a été oublié pendant des années, pendant des dizaines d'années, et c'est au début du XXe siècle qu'un collectionneur de livres anciens, un nommé Voynich, un russe, Wilfried Voynich, qui va entrer en possession de ce manuscrit. Et lui va s'y intéresser. D'ailleurs, le manuscrit porte son nom depuis, hein, M. Voynich. Il va prendre ce bouquin et il va lire. La première chose qu'il faut faire avec ce genre de manuscrit, c'est étudier l'allure générale du livre. L'allure générale du livre. Et il remarque bien sûr que les lettres sont séparées les unes des autres par un bref espace. D'où un nouveau code à examiner peut-être, parce qu'il existe des tas de codes que l'on ne connaît pas, que l'on a employés. Donc automatiquement, ces savants savent qu'il faut rechercher un modèle comme celui-là, mais ailleurs. C'est ça le but. C'est le but du jeu, ça doit être très amusant. Donc, l'allure générale, l'écriture, eh bien, on écrit de gauche à droite. C'est important, ça a été découvert depuis. Donc, en principe, ça doit avoir été écrit par quelqu'un de chez nous. Il y a parfois des espaces plus grands qui séparent les lettres des autres. Ça a aussi été décodé. Je pense à la fameuse grille en question, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Alors, le manuscrit en question a été examiné à fond et on a en tout 182 000 lettres. Qui sont parfois les mêmes, comme dans tous les alphabets. Seulement, ça ne ressemble absolument à rien. Donc, je vous l'ai dit, on écrit de gauche à droite. 36 900 mots, à condition, si l'on considère qu'à un moment donné, nous avons affaire à des mots. Il y a des signes par moment qui reviennent et qui montrent ici, il y a un autre mot. Ce sont toutes des suppositions, mais des travaux ont été faits là-dessus. Alors en 1944, la guerre est finie, c'est un nommé William Friedman qui fera un très grand travail sur ce manuscrit et il va détecter 26 lettres. Curieux. J'aurais préféré 22, mais il doit avoir ses raisons. Il en a trouvé 26. 26 lettres. Et en 1963, le même
va refaire, parce qu'il a passé une vie là-dessus, Friedman, le même va réexaminer et il va trouver 33 lettres. Là, ça devient plus amusant. Ça devient plus amusant. Vous le verrez, ça a une ressemblance à l'alphabet grec, parce que quand vous voyez l'écriture, ça peut faire penser à du grec, d'accord. Enfin, on n'est pas plus loin, parce que même en essayant, il y en a qui ont essayé avec le grec ancien, ça ne fonctionne pas. Certains ont proposé autre chose. Ça pourrait ressembler à un langage qu'on a employé il y a bien longtemps dans l'Europe de l'Est. Certains ont même trouvé du basque. Ça dépend un peu la tendance aussi. Hein. Et puis, à un moment donné, plusieurs savants ont dit c'est d'origine bulgare. On reconnaissait, enfin, les recherches d'un autre savant qui lui a dit que c'était les pays de l'Est. Mais attention, c'est dangereux. Parce que qui dit bulgare, automatiquement parle de Bogomil, la secte. Et Bogomil, on saute le ruisseau, on est chez les Cathares. Là, ça devient très dangereux. Ça devient Da Vinci Code. Hein. Et je dis que je l'ai pas entendu. Ça devient très dangereux parce qu'on fait l'assimilation automatiquement, c'est très facile. Hein. On commence avec un manuscrit inconnu, on finit au Qatar. Ça ferait un beau film, hein. Le manuscrit des Qatars. C'est bien l'idée. Bon, il y a une multitude de dessins qui sont liés au texte, une multitude de dessins, des symboles dans des cercles, et bien sûr des signes du zodiaque. Alors ce livre, ce manuscrit a été réalisé en plusieurs parties. La première partie, ce sont des fleurs et des plantes, uniquement. Je n'ai pas toutes les reproductions de table, mais il y a des fleurs et des plantes. La deuxième partie, c'est uniquement astrologique. Ça passionnait, comme tous les grands savants d'ailleurs de l'époque, ça passionnait. Troisième partie, ce sont des femmes. Mais il y a une chose curieuse, c'est que toutes ces femmes sont très rondes. Vous allez me dire, à l'époque, c'est peut-être normal, mais ça ressemble à des... Ça a l'allure d'un Rubens par moment, hein, en tout petit. Donc ce sont des femmes très rondes. Que l'on recherchait à l'époque d'ailleurs. Hein. Il ne faut pas l'ignorer non plus. Il y a des tubes, vous verrez des tubes, un petit peu des tubes digestifs, d'autres tubes aussi, qui iraient vers des organes, peut-être, du moins c'est ce que certains ont conclu. Il y a une quatrième partie représentée uniquement par des pots de pharmacie et par des herbes. Oui, mais quel pot de pharmacie, quelle herbe? Tout reste dans l'ignorance, on ne sait rien. Mais on peut constater qu'on a tout de même une chance pour que ce soit... Ça peut être une succession de recettes de pharmaciens, par exemple. Pourquoi pas? Il faut maintenant encore voir si c'est bien Bacon qui l'a réalisé, lui. Hein. Ce n'est qu'une supposition. Trois personnes qui ont décrypté le livre ont dit c'est Bacon, j'en sais absolument rien. Il y en a beaucoup qui l'ont contredit, mais ils n'ont pas donné le nom d'une autre personne. Et je pense qu'on a attribué cela à Bacon parce qu'on savait, à l'époque, on savait qu'il avait inventé le microscope et le télescope. C'est pas sûr que ce soit lui. À la fin du 19e siècle, on disait encore que c'était lui. Mais maintenant, on n'est plus sûr du tout. Comme moi, je me base sur des livres anciens, généralement, on n'est pas fait dans l'erreur, c'est le cas ici. C'est le cas ici. Alors pourquoi représenter 12 pages, un herbier? Il y en a des plantes, des fleurs, des plantes. Et chaque fois, c'est la partie numéro 1. Ça. Oui, autour de ces fleurs, de ces plantes, il y a des textes, comme des phylactères. Il y a des textes de cet alphabet inconnu. Mais je me posais la question, est-ce bien un herbier? Ça peut être toute autre chose aussi. C'est quand on voit la composition du manuscrit, on peut se demander finalement ce que l'on voit si on est sur la bonne route. Enfin, en principe, ce serait un herbier. Le tournesol en question, mais on n'en est tout de même pas sûr, et pourtant ça ressemble à un tournesol. Une plante qui vient d'Amérique, qu'on a connue beaucoup plus tard. Il y a donc une partie 2 qui fait 133 pages, où il y a de l'astrologie, uniquement de l'astrologie, avec des phylactères autour des étoiles. Autour des étoiles. Et chaque fois, il y a un message avec cette écriture mystérieuse. On voit le soleil et la lune, on voit des roues également, roues qui pourraient symboliser le soleil, pourquoi pas. Mais ne parlons pas symbole, parce que ça, dans un manuscrit pareil, ça veut peut-être dire tout à fait autre chose. Mais on peut y voir l'élément roux, on peut y retrouver éventuellement le soleil. Vous verrez les signes du zodiaque, je ne sais pas si vous... Moi, il y en a un, des signes du zodiaque, du moins que j'ai en copie.
hein, ces signes du zodiaque, mais qui sont curieusement représentés. Curieusement représentés. Alors la partie 3, c'est la partie biologique. Et dans cette partie biologique, la femme en est le personnage central. C'est pour ça qu'on a dit qu'il s'agissait vraisemblablement d'un manuscrit qui traite de problèmes gynécologiques. Ou toute autre chose, mais dans le domaine de la gynécologie. L'homme ne figure nulle part dans le manuscrit de Voynich. C'est très curieux. Nulle part, surtout des femmes. À part entière. Il y a même une femme, je crois que je l'ai, qui tient une croix. Comme vous verrez, c'est avec des substances qui découlent vers d'autres femmes, puis ça devient des mers avec des animaux. C'est quelque chose d'invraisemblable. C'est quelque chose d'invraisemblable. Mais on peut penser, évidemment, on peut penser à beaucoup de choses, mais on ne peut pas... Il y a la partie pharmacie qui fait 44 pages, des plants. On a certaines racines qui ressemblent à des grenouilles. Hein, c'est vous dire qu'on a vraiment énormément de choses. Donc voilà pour les parties du manuscrit. Au XVIe siècle, c'est un nommé John Dee qui va étudier le manuscrit. C'est probablement un des premiers. Malheureusement, il ne va pas laisser d'écrits. C'est très curieux. Ou bien on les a perdus, mais le fils a témoigné, son fils a témoigné qu'il avait passé une grande partie de sa vie sur le manuscrit. On n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé, c'est un nommé John. Donc, souvenir de son fils. C'est le premier qui a conclu que le manuscrit avait été rédigé par Roger Bacon. Donc on est tout de même à la fin du XVIe siècle. C'est lui qui prétend que le manuscrit a été fait par Bacon. Il y en a d'autres qui l'ont trouvé. Hein. Quoique, il l'a dit, mais on n'a pas le manuscrit de ce dit. Hein. On n'a absolument rien. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'on parle de Roger Bacon. Il avait, si je me souviens bien, John Dee, il avait d'autres manuscrits qui avaient été écrits par Roger Bacon. Et il a comparé les deux et il a trouvé certaines similitudes. C'est très possible. Il a écrit un livre, Roger Bacon, qui s'appelle « Les 7 façons de crypter un message ». Donc il a écrit ça, « Les 7 façons de crypter un message ». Ça doit être très intéressant. Parce qu'à base de ce livre, eh bien, on peut démontrer peut-être certaines choses. Mais les autres savants ne semblent pas avoir travaillé sur ce livre. Alors, une date 1588. Eh bien, le manuscrit a été acquis par Rudolf II de Bohême, qui était un grand collectionneur de livres, d'alchimie aussi, qui habitait Prague, Rudolf II. Après quoi, ce manuscrit va être cédé à un nommé Jacobus de Trepenec. Je ne connais pas qui doit être le même. Oui, il avait ceci. Il s'intéressait, le Jacobus en question, il s'intéressait beaucoup à déchiffrer les manuscrits, mais en plus, il était directeur du jardin botanique en Bohême. C'était le grand patron. Alors j'imagine que cet homme a été attiré par cette production de plantes qu'on a trouvée dans ce manuscrit. Hein, c'est très possible. En tout cas, il est mort en 1622. Et puis, un inconnu, au début du XVIIe siècle, s'est penché sur le manuscrit. Il va y passer 44 ans. C'est vraiment un morceau de vie, il ne va rien trouver du tout. Malheureusement, c'est plus honnête, je pense. Il a dit, il n'y a rien. Il ne trouve pas. Alors, chaque fois, on revient avec cette idée, canular. Mais est-ce que quelqu'un va passer une partie de son temps qui est très précieux, parce que c'est un homme qui enseigne les langues, etc., à Oxford, hein, et la chimie, il fait de l'alchimie, il enseigne la physique, etc. Est-ce que cet homme va passer son temps à écrire un livre comme en canulaire? Non. Je crois qu'il faut avoir du temps à perdre pour faire ça. Et puis il y a un but. Hein. Il devrait y avoir un but. Donc il y a beaucoup de choses que l'on ignore. En 1666, il appartient à un nommé Athanasius Kircher. Et à partir d'Athanasius Kircher, 1666, on n'a plus de nouvelles du manuscrit, il disparaît pour renaître en 1912 dans la collection de Wilfrid Voynich, qui lui va commencer sérieusement à décrypter. Le manuscrit porte son nom, il n'a pas d'autre nom, c'est le manuscrit Voynich ou le manuscrit de Voynich, on emploie les deux. Il y a un savant, un philosophe de l'époque médiévale, qui semble un homme très intéressant, qui s'appelle William Newbold, et ce sera le premier universitaire à essayer de retrouver quelque chose dans ce manuscrit. Le premier universitaire. C'est un homme qui étudie la Kabbale, hein, et il va étudier
les fins de phrase, il va comparer le manuscrit, l'écriture, à une sorte d'idiome grec, et il va uniquement s'intéresser à la fin de phrase de certains mots bien placés. Et cette fin de phrase, eh bien, il le dira lui-même, il a laissé des écrits, ce n'est pas tellement ancien. Il va retrouver un mot, et là il va sursauter, Michi daba multas portas, ce qui veut dire, en texte, ce qui veut dire que dans ce livre, l'auteur employait une multitude de mots et de signes. En général, d'après lui, un auteur qui met cette phrase, Michi daba multas portas, ça veut dire ici, ce livre, attention, c'est écrit de plusieurs façons à la fois. Ça, c'est pour ajouter du plaisir à ceux qui l'écrivent. Mais cet homme a trouvé ça. Et ça, c'est un pas en avant, c'est le seul. C'est le seul, du moins c'est le seul que l'on renseigne. Il y en a peut-être d'autres qui ont trouvé la solution à tout ça, mais probablement qu'on les a, ou on les a brûlés sous la place du village, à l'époque où on brûlait les hérétiques, parce qu'on est très vite considéré qu'avec un livre pareil, vous êtes taxé d'hérésie. C'est un fait, je crois pas que je l'ai celui-là. On parle d'une brave sœur qui tient un crucifix, et puis il y a des tuyaux qui dégoulent dans une main, des tas de trucs dans ce style-là. C'est très curieux. Donc un livre comme ça aurait été condamné par l'Église. Et curieusement, l'Église n'en parle pas. L'Église n'en parle pas. Donc ça a été vraiment tenu très au secret. Donc, il va apporter, il va essayer de retrouver, et il va composer une sorte d'alphabet. À partir des lettres, il a compris qu'il y a un système de lettres qui reviennent à tout moment, et avec un système peut-être magique, après avoir travaillé très longtemps, il va sortir 7 mots, 7 fois 2 initiales. Il y a l'initiale AR, l'initiale RS, l'initiale SM, MA, AG, GN, NA, à nouveau, NA, pardon. Et ça nous fait, on remet tout ensemble, et ça nous fait, ça c'était le truc des gens qui s'occupaient de décrypter, ça nous fait Ars Magna. Voilà ce que je donne pour la première fois, ce qu'on va retirer. Donc on tire 2 choses, une conclusion. Tout d'abord, il y a plusieurs façons de le crypter qui ont été mélangées. Il prétendait que la fréquence de ces lettres était très proche des fréquences qu'on emploie en latin dans les livres qui ont été cryptés. Donc là, il avait un avantage sur les autres parce qu'il a adapté une formule, mais qui ne s'adresse pas au dessin, parce que tous ces gens n'ont jamais trouvé un rapport entre l'écriture et le dessin. Apparemment, mais c'est tout à fait séparé. Ça n'entre pas dans le contexte des dessins, ceux qui ont trouvé quelque chose. Ça devient intéressant. Lui-même, celui qui a fait cette trouvaille, eh bien, il attribue également à Roger Bacon. Et à partir de ce moment-là, c'est certain. Il n'a pas repris ce que les autres ont dit, mais là, il en a découvert la preuve. Il dit c'est noir sur blanc, c'est un fait, c'est l'évidence. C'est Roger Bacon qui est l'auteur. Il a dit dans c'est un génie extraordinaire, ce qui est vrai. Alors, il y a toujours ce thème de l'absurde qui revient par certaines personnes qui vont essayer de décrypter. Ce serait quelque chose d'absurde. Mais je dis d'accord, absurde, mais ça pouvait servir à quoi? On a comparé son livre sur l'alchimie, on a comparé ce livre avec le manuscrit Voynich, mais on n'a absolument rien trouvé. Suivant de temps en temps un signe qui pouvait ressembler à un code alchimique, mais on ne s'est pas penché là-dessus. En 1921, le fameux Neil Bolt, il va présenter ses travaux à l'université. Comment ça va? C'est un très grand mémoire, il présente tout. Tous les savants l'ont contesté. Ça, c'est le système, c'est pas nous qui avons trouvé, c'est pas bon. Ça, c'est le genre de système. Donc, tout le monde a contesté ça. En 1943, il y a un nommé Feili, qui va analyser le manuscrit, et c'est le troisième qui va dire, c'est de Roger Bacon. Donc, je crois qu'on a tout de même vu par les grands spécialistes, on a ici une dizaine de choses. Bacon serait donc bien l'auteur de ce manuscrit, sauf s'il y a un retournement de situation qui nous donne tout à fait autre chose. Mais les spécialistes, généralement, sont d'accord avec cela. Il y a, c'est Félix qui en parle, lui va découvrir
aussi une succession de lettres. Des lettres qui sont employées, cryptées, mais il va pouvoir en ressortir quelque chose, c'est-à-dire le E, le I, le T, le A, le N, le U et le S. Parce qu'il va, il va voir que ces lettres, ces lettres qui représentent également des lettres latines, puisque les mêmes signes auraient pu être employés dans un autre manuscrit, il retrouve donc une fréquence de cette lettre latine. Et c'est avec ça qu'il va essayer de comparer tout ce qu'il va trouver dans le manuscrit. À chaque fois qu'il verra un signe, dans le fond, ce sera un code pour lui, un code de 7 lettres, et à partir de ce code, il va commencer à travailler, et apparemment, il va découvrir qu'il s'agit d'un manuscrit qui a été rédigé en grande partie en latin, et en latin de l'époque médiévale. Ce qui veut dire que le latin de l'époque médiévale, qui est tout différent de ce qu'on apprend en classe, c'est le latin des pieds tombales dans les églises, par exemple, le latin de l'église. Ce latin-là, eh bien, il va retrouver le latin donc, de l'époque médiévale, et il va l'adapter, parce que ce latin, c'est lui qui parle, Félix, ce latin s'écrivait surtout par des abréviations. Et des abréviations qui reviennent toujours de la même façon. Donc pour lui, il s'agit d'une déformation d'un latin médiéval parce qu'il y a des signes qui voudraient dire la même chose mais qui reviennent toujours à la même place. Toujours à la même place, en tenant compte qu'il y a d'autres lettres qui pourraient représenter des chiffres. C'est très compliqué tout ça. Félix a également retrouvé des nuages dans ce manuscrit. Il a retrouvé également 2 ovaires, dit-il. Ah oui, on y arrive, là. Il aurait retrouvé ça. Il va également trouver des mots de grec ancien, mais ce ne sont pas des suppositions. C'est quelqu'un qui devait avoir une connaissance parfaite du grec ancien, disons qu'il devait vivre la langue, pour pouvoir prétendre que des mots sont écrits à la manière des Grecs jadis. C'est ça le calcul. Ça fait partie du jeu également. On peut parler également en 1974 du professeur Strong, qui est un cancérologue réputé. Il a étudié le manuscrit, il a passé beaucoup de temps, mais conclusion, le professeur Strong a dit c'est un livre de gynécologie. Donc là, il y a quelque chose à découvrir très certainement. Et ce livre n'a pas été écrit en latin médiéval, mais en anglais médiéval. Nous sommes automatiquement sur une autre piste. Il y a là surtout la fréquence des signes qui reviennent. C'est ça, il paraît, qui est très important. Lorsque le professeur Strong va faire sa démonstration, eh bien, il dira, vous allez me suivre. Dans toutes ces lettres, j'en ai retiré, ça ne doit pas être facile, je retire 2 mots, quadrix et nonix, c'est-à-dire le chiffre 4, le chiffre 9. Ça, c'était devenu très intéressant, parce qu'une fois qu'on a des chiffres, on en sort. C'est un peu comme la citale. On peut en sortir. On a ce chiffre 4 et on a ce chiffre 9, qui doivent, d'après Strong, qui doivent servir de base pour décrypter tout l'ouvrage. Ça, c'est vraiment le pas en avant. Pour autant qu'ils ne se soient pas trompés. On en revient toujours à la même conclusion. En 1944, je vous l'ai dit, il y a un groupe de chercheurs qui vont démontrer qu'il y a 26 lettres, de nouveau, 1944, 26 lettres dans cet alphabet. Et en 1950, j'ai pas le nom, il y a un professeur aussi d'université, cette fois, en 1950, qui va retrouver autre chose. Il va retrouver des fréquences, d'autres fréquences. C'est que la barre, la petite ligne oblique vers le bas, et la lettre C ont tendance à se trouver toujours après le signe A et le signe O. Donc il y a quelque chose qui chatouille les chercheurs, pour autant que ce soit la lettre A et la lettre O. Mais après une barre verticale, par exemple, c'est toujours la même lettre qui suit, le même signe que l'on peut attribuer à de l'anglais médiéval ou du latin médiéval. Mais là, il y a quelque chose. Il y a chaque fois quelque chose en plus. En 1967, David Kahn, eh ben, on y est, David Kahn qui lui va dire il s'agit d'un manuscrit cathare. Ces gens n'ont jamais écrit, c'est le seul qui existe. Ça va très vite. Je me demande comment on a pris ce tome au sérieux, parce qu'il n'y a rien qui fait penser au cathare. Bon, je vous ai parlé bulgare, bogomil, etc. C'est possible.
Mais là, pour ma part, ça pourrait être un canular. Les cathares n'ont rien écrit. On n'a jamais rien trouvé. Même les signes dans les grottes ont été inventés par un autre. Donc, il y a vraiment très peu de traces. C'est peut-être la seule religion au monde où il n'y a pas de traces. L'hérésie. Bon, il n'y a pas de traces. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien écrit par la suite. Les druides, non plus. Détruit, c'est possible. Mais il n'y a aucune preuve qu'ils ont écrit quelque chose. Donc là, on est tout de même un petit peu bloqué. Ce même professeur Kahn, David Kahn, ici, a parlé de formes ovoïdes. Alors il a dit, c'est quelqu'un qui s'est laissé inspirer par l'Égypte ancienne. Ça peut être très bien l'œil d'Horus. Alors on redémarre avec une autre base. Maintenant, on est dans l'Égypte ancienne. Donc les tournesols pourraient être des papyrus. On peut tout supposer. Hein. Alors lui-même, il ne pourra rien prouver. Il va dire, c'est du satanisme en plein. Il n'a jamais expliqué pourquoi. Les conclusions de ce travail, dernière conclusion, après ça nous boirons un café si vous permettez, les conclusions de ce travail, c'est qu'il y a des choses à retenir. Et vraiment très peu de choses. Il y a le chiffre 4, il y a la lettre O et le nombre 89. Oui, et 9. Tiens, comme nous avions tantôt dans la poste royale. C'est curieux. Alors je terminerai par, c'est pas un canular. Pendant tout un temps, on a attribué l'œuvre à Léonard de Vinci. Je l'ai plus pour la fin. Hein. Ce serait l'œuvre de jeunesse de Léonard de Vinci. Pour moi, c'est quelqu'un qui en avait marre. Ah, mais en fait, il fait un beau film avec ça. Hein. Même on met les cathares. On met un ballon dessus. Ah, on y va. Ah, mon éditeur, il va, je suis.